Le Club Agora, c'est une semaine de débat. On va au-devant de vous. L'idée, c'est de vous entendre, c'est de vous écouter. Donc, moi, je suis Madame Loyal, je vais passer le micro. Si vous avez des choses à dire, si vous voulez témoigner, si vous voulez poser des questions, voilà, apporter une remarque, quelle qu'elle soit, n'hésitez pas. Moi, je me balade. Hein? Vous m'aviez manqué. C'est vraiment aussi, vous m'avez manqué. Eh bien, voyez, je suis là. Merci pour être là. Bon, donc, je vais vous poser des questions. Donc, n'hésitez pas. Voilà, hop, je suis là. Vous levez la main, vous venez à moi. On a 3 invités extraordinaires que je vais vous présenter. Najat Vallaud-Belkacem. Najat, comment ça va? Bonjour, ça va très bien, merci, je suis ravie d'être là. Ancienne ministre de l'Éducation. Ah bah oui, bien sûr. Vous savez de quoi on va parler? On va parler d'école. Est-ce qu'on peut réparer l'école? J'imagine que la plupart d'entre vous, là-haut, vous avez fini l'école, là. Je vois la tranche d'âge, là. C'est fini l'école. Vous, monsieur, vous êtes encore à l'école? Ouais, je me disais aussi. Ça n'a pas l'air. Vous n'avez pas dû être un très bon élève, vous. Vous deviez être bien dissipé au fond de la classe. Ah, c'est ça, hein, ouais, ça se voit, ça se voit. On va discuter de tout ça. Louise Touré, bienvenue. Bonjour. Louise. Louise, tu es productrice de l'émission Être et Savoir sur France Culture, spécialiste des questions scolaires. Bienvenue. Fatima Aïd Bounoua. Fatima, sublime Fatima. Bienvenue à toi. Donc toi, tu es professeure de lettres et tu es chroniqueuse. On te voit régulièrement dans plein d'émissions où tu parles justement de l'école et de tout le reste. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis ravie d'être ici. Alors, vous connaissez le principe. Commencez à réfléchir à tout ce que vous allez dire, hein, parce que moi, je ne vais pas travailler longtemps. On va recevoir... Ils sont où, nos copains de Révolte-toi Évry? Ils sont là. Installez-vous, les gars. Vous allez prendre le mic et nous parler de l'école, justement. 2 minutes chacun. Installez-vous. Soyez bons, hein. Vous avez un public, là. Il y a du monde. Présente-toi peut-être. Comment tu t'appelles? Déjà, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Là-haut aussi, vous m'entendez? Good. Ok, alors je me présente. Je m'appelle Mohamed. Je suis en L1 à la faculté d'Evry, en droit. Alors là, le sujet, c'est comment réparer l'école. Alors tout à l'heure, elle nous a parlé, la jeune demoiselle, de dissipation. Elle nous a parlé de ces élèves qui sont au fond de la salle, qui perturbent un peu les cours, de ces élèves aussi qui sont au fond de la salle, mais pas pour perturber les cours, qui sont au fond de la salle parce qu'au fond, ils vivent des choses touchantes. Parce qu'au fond, ils vivent des choses qu'ils ne peuvent pas divulguer. Leur vie est en jeu, leur dignité est en jeu, leur fierté est en jeu. Alors, être écolier, ce n'est pas juste se réveiller à 6h ou 7h et prendre son sac, partir à l'école pour voir un prof qu'on peut aimer ou ne pas aimer, c'est possible. Parce que les profs, alors oui, il y en a de très bons. Il y en a de très bons, il y a des profs excellents, des profs qui nous ont marqués à vie. Je pourrais en citer plusieurs, mais je pense que je ne vais pas faire la liste parce que en haut ou en bas, nous tous, on a connu des personnes comme cela. Que ce soit des professeurs de mathématiques, des professeurs de SVT, des professeurs de littérature. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui, si je vous dis « Monsieur 2 + 2 », vous allez tous me répondre unanimement avec la même réponse. Si je vous dis aujourd'hui quels sont les 4 points cardinaux, vous avez tous la même réponse. Mais l'école, c'est plus que cela. L'école, ce n'est pas juste de la théorie. Alors oui, au début, logiquement, c'est rationnel de partir sur de bonnes bases, sur la théorie. Mais l'école, ce n'est pas juste de la théorie. L'école, c'est aussi la pratique. Parce que quand on vous dit d'apprendre vos tables de multiplication, aujourd'hui, si on a eu des gens comme Einstein, si on a eu des gens comme Marie Curie avec la radioactivité, si on a eu toutes ces personnes, c'est parce qu'elles se sont attachées à la chose. Parce qu'il y a des personnes derrière qui leur ont donné goût à la chose. Ces personnes, elles ont été élevées. Parce que l'école, c'est tout d'abord
un socle social, mais aussi une demeure. L'école, c'est notre deuxième maison. Il arrive même que nous passions plus de temps à l'école. L'école, c'est notre ami. L'école, c'est notre allié. Alors, à la question, est-ce qu'on peut réparer l'école? Je répondrai pleinement par la positive. Car en réalité, l'école, c'est toute une vie. L'école, c'est ce qui nous définit. L'école, c'est ce qui fait la beauté de la République française. Aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes. Alors, comme moi, peut-être que vous avez fini les cours et que vous êtes venus directement parce que ça vous intéressait. Vous avez eu l'amour de la chose, le goût de la belle parole, le goût de la langue française. Merci. Merci beaucoup. On enchaîne, les gars. Alors, merci Mohamed pour cette si belle partition de violon. Lui qui vous a dit que l'école était le symbole d'un pays, la beauté de la République française. Bonjour, mesdames. Mais au-delà d'être la beauté, est-elle encore l'excellence? Est-ce que l'école est-elle encore ce facteur d'excellence, cette preuve de mérite? Non, malheureusement non. Alors, quand bien même celle-ci est la beauté, quand bien même celle-ci est un socle social auquel on se met tous au même niveau, le problème étant que l'on finit pas tous au même niveau. Car le premier problème de l'école, c'est le manque d'égalité des chances. Et ça, c'est principalement dû à la différence entre les moyens alloués à des écoles de campagne et des écoles de grandes villes, ce qui crée en fait tout simplement un socle distanciel entre l'élève et l'institution et les études qui vont par la suite. C'est en ce sens que je ne dirais pas que l'école peut se réparer, mais bel et bien qu'elle nécessite un refondement. Car c'est là d'ailleurs le plus gros problème de l'école, c'est que c'est une bombe à retardement au sens où les conséquences des mesures des années 70, vous les verrez uniquement dans les années 2000, 2010. Et en ce sens, aujourd'hui, nous payons que les erreurs des années 90, car la formation des années 90, aujourd'hui, commence à travailler. Aujourd'hui, rentre dans ce cercle d'activité professionnelle. Et en ce sens, l'école est malade depuis près de 50 ans, avec la séparation du collège unique notamment. Et aujourd'hui, on ne pourrait plus la réparer, car c'est en réalité une dent pourrie de l'intérieur, dont on ne saurait aujourd'hui remédier. Il faut la refonder, il faut remettre à zéro, recréer de nouvelles institutions et rétablir l'excellence et le mérite au sein de nos classes. Merci. Bravo. Merci à tous les deux. Alors, peut-on réparer l'école? C'est la question qu'on va se poser, mais j'aimerais bien faire un petit sondage là, vous aussi là-haut. Qui a aimé ou aime l'école? Qui en a un bon souvenir? Ah, c'est des tout petits bras qui se lèvent là. C'est pas dingue, hein. C'est pas dingue, c'est pas dingue. Madame, ça vous inspire quoi, vous, l'école? Oh, t'as pas choisi la bonne personne, là. Ah bah justement. Moi, je dois tout à l'école. C'est-à-dire? Ah, alors moi, je suis issue de... Attends, je vais le prendre parce que j'ai du mal. Moi, je suis issue de REP, donc ZEP avant, hein, parce que je suis un peu vieille. Et je dois tout à l'école de la République. Alors, je suis pas du tout d'accord avec le jeune homme. Moi, je dois ma réussite à mon travail. Hein, et grâce aux maîtresses et aux profs que j'ai rencontrés, je suis prof d'histoire géo maintenant à Corbeil-Essonnes. Donc, je travaille avec un public dit difficile. Et heureusement, à Corbeil-Essonnes, comme à Évry, on a des futurs génies de demain et ils doivent leur travail aussi à leur volonté et leur énergie. Moi, je serais pas là si j'avais pas eu l'école, mais aussi si j'avais pas travaillé comme une tarée. Hein. Eh ben, merci de ce témoignage, mais j'en connais un autre là, qui n'a pas du tout le même rapport à l'école. Ouais, bah oui. Non, mais fais pas. Ouais, t'arrives en retard déjà? Excusez-moi pour le retard déjà. Ça te rappelle pas des souvenirs, ce moment-là? Des bons souvenirs. C'était comment pour toi, l'école? Franchement, l'école... Avant ou maintenant? Maintenant, non, avant pour toi, comment t'étais? Comment c'était pour toi, ce souvenir de l'école? Qu'est-ce que ça signifie? À quoi ça te renvoie? Mais c'est pour ça que je demande si maintenant ou avant. Toi, avant? Avant, pour moi, l'école, franchement, c'était un calvaire. C'était un calvaire? Oui. Pourquoi c'était un calvaire? Parce qu'au fait, j'étais un enfant et je ne savais pas, au fait, l'école, ça servait à quoi, au fait. J'allais à l'école parce que c'était une obligation et parce que mes parents m'amenaient à l'école. Donc c'est pour ça que je vous ai posé encore la question. Aujourd'hui, je vois l'école autrement, en fait. Et tu la vois comment aujourd'hui? Je vois que l'école, c'est indispensable pour les enfants. C'est pour leur éducation, c'est pour leur bien, en fait. C'est à l'avenir qu'ils verront l'importance de l'école. Et tu dirais qu'aujourd'hui, tes enfants, t'en as 3, c'est ça?
ils ont un rapport à l'école qui est différent de toi? Tu dirais que les choses, elles ont changé? Dans quel état est l'école pour toi? Bon, ça dépend en fait des quartiers, ça dépend aussi, comment dire, de l'environnement, des secteurs en fait. Parce que moi, à l'école, sans mes enfants, en fait, j'aime bien quoi. J'apprécie parce que quand je vais chercher mes enfants, je vois qu'on s'occupe d'eux, on les surveille, parce qu'aujourd'hui, la sécurité, c'est important de parler de la sécurité, surtout de la sécurité des enfants. Donc moi, comme je vous dis avant, l'école, pour moi, ça n'avait rien. Bon, l'école, pour moi, ça me disait rien du tout. Mais aujourd'hui, j'ai une autre vision de l'école, au fait. Parce que maintenant, je suis devenu père, je suis responsable, j'ai 3 enfants dont je m'occupe. Donc, pour moi, c'est important que les enfants soient en sécurité. Donc, je dis à mes enfants, quand vous allez à l'école, c'est pour vous, au fait. C'est pour vous. Donc, l'école, c'est pour votre éducation, pour être quelqu'un, pour qu'on vous respecte dans la rue, au fait. Ça vous aide à devenir des bonnes personnes, des personnes qui pourront être respectées et des personnes respectables, quoi. Ouais. Merci. De toute façon, je vais revenir. Hein. T'étais en retard, donc maintenant, tu vas voir. Hop. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Nadra. Alors en fait, moi j'ai rencontré Najat Vallaud-Belkacem il y a 6 ans. C'était au salon APB à La Villette. Et à l'époque, j'étais syndicaliste étudiante. Je faisais des études pour être prof des écoles. Autant vous dire que quand je suis arrivée en tant que prof des écoles, en fait, j'ai déchanté. Ça a duré 5 mois, c'était horrible. Et maintenant, en fait... déjà, je voulais remercier Najat d'être venue à Évry, dans notre banlieue, parce que c'est pas souvent que les ministres y reviennent. Et ma question pour Najat, c'est aujourd'hui, vous êtes plus ministre. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous auriez changé en termes de stratégie? Merci. Alors, on va justement se tourner vers notre Manel. Comment ça va, mesdames? Ça va. Bon. On a plusieurs choses déjà là à pointer. On voit que on a entendu à la fois l'école républicaine, c'est elle qui m'a permis de me hisser, moi qui étais en REP, etc. De l'autre, un rapport aussi compliqué chez certains. Mais on sait, et on sait tous ici à quel point c'est important. Vous, dans quel état pour vous est aujourd'hui l'école? Najat, on va commencer par vous. Oui, je veux bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, merci de nous accueillir. Donc peut-être, Nora, pour répondre à ta question, moi ce qui me paraît super intéressant, c'est de rebondir sur les 2 premières interventions, parce que tu as donné la parole à quelqu'un qui a eu une bonne expérience de l'école, puis à quelqu'un qui, même s'il voit maintenant différemment l'école quand il s'agit de ses enfants, visiblement n'avait pas une très bonne expérience lui-même quand il était enfant. Et en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est grosso modo le fait que dans notre débat public, aujourd'hui, l'école n'est souvent racontée que par les vainqueurs de l'école. Ceux qui ont été battus dans cette espèce de jeu, malgré tout, enfin de fonctionnement qui n'a pas servi tous les enfants, ont rarement voix au chapitre. Alors, c'est bien évidemment que ceux pour qui ça s'est bien passé le racontent, et moi, je suis plutôt du côté de ceux pour qui ça s'est bien passé, hein, soyons clairs. Mais on sait qu'il y a plein de gens qui ont décroché de l'école, pour lesquels les cours tels qu'ils s'organisent, ça n'a pas marché, etc., etc. Et cette voix-là, on l'entend trop rarement dans le débat. Et donc, pour répondre à mademoiselle, j'ai envie de vous dire que y a une chose que je ne ferai pas différemment par rapport à ce que j'ai fait quand j'étais ministre de l'Éducation, c'est que moi, je suis arrivée en 2014 comme ministre de l'Éducation en disant clairement, moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre les dysfonctionnements et d'y remédier. Et donc, 1, de donner la parole à ceux pour qui ça n'a pas marché, et 2, de trouver des solutions pour qu'on fasse reculer véritablement le décrochage scolaire, mettre davantage de justice dans la façon dont sont alloués en effet les moyens, ce qui était évoqué tout à l'heure, entre établissements scolaires, mettre en place des mécanismes d'apprentissage qui soient un peu différents pour que tous les élèves, finalement, y trouvent leur compte. Donc ça, je ne le ferai pas différemment. Après, j'ai pas forcément le temps de détailler, mais évidemment qu'il y a des choses qu'on ferait différemment. Mais je vais vous expliquer juste une chose à propos de la politique et du fait d'être en responsabilité. Quand vous êtes ministre, vous savez
le jour où vous êtes nommé, vous savez pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc en fait, la relation au temps, elle est quand même un peu particulière. Vous pouvez pas vous dire j'ai 3 ans devant moi, donc du coup je vais procéder par étapes, avoir une stratégie temporelle qui permettra à telle réforme d'être bien acceptée avant de dérouler le chapitre numéro 2, etc. Vous pouvez pas. Vous savez que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Vous venez là, en tout cas c'était mon cas, c'est pas toujours le cas de tous les ministres, mais vous venez là avec des convictions énormes, ancrées en vous. Vous vous dites, parce que tout le monde sait qu'il y a quelque chose à réparer dans l'école en effet, qu'il faut profiter du moment où vous êtes là pour mener à bien toutes les solutions que vous estimez être les bonnes. Alors, vous avez tendance à amener beaucoup de réformes en même temps. Et peut-être qu'avec du recul, en sachant que ça allait durer 3 ans, etc., je pourrais vous dire, peut-être que j'aurais mis un peu plus de temps à adopter telle réforme après avoir laissé le temps à la précédente de prendre ses marques. Mais ça, vous le dites que rétrospectivement. Mais sur le fond, je pense vraiment que c'était dans ce sens-là qu'il fallait réformer. On pourra y revenir tout à l'heure. Louise, puis Fatima. Alors, sur le sujet, est-ce qu'on peut réparer l'école? Je crois qu'il y a quelque chose à réparer sur la relation à l'école. On parlait de ceux qui n'ont pas eu un bon vécu scolaire. Pour moi, il y a des choses très importantes à dire sur le sujet. Déjà, c'est que tous les enfants peuvent apprendre des choses à l'école. Il n'y a pas d'échec programmé. On n'y arrive pas tous de la même manière, mais l'éducabilité, c'est plus trop à la mode, alors que c'est complètement central. Tout le monde ne va pas être un premier de la classe, mais ça n'existe pas. Les enfants qui ne peuvent pas apprendre, tous les enfants sont curieux au départ. Et ça, je trouve que ça devrait être dit à tous les parents dès le départ. Oui, on peut avoir des difficultés, mais bien sûr qu'on va apprendre des choses à l'école. Deuxièmement, pas réussir à l'école, ça ne devrait pas être aussi grave. Bien sûr, on veut que les enfants réussissent, qu'ils aient des bonnes notes, qu'ils aient des diplômes. Mais on vit dans le pays où le diplôme conditionne le plus la suite de la vie. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait changer. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a échoué à obtenir tel ou tel grade scolaire, c'est pas parce qu'on a redoublé qu'on n'est pas une personne intelligente ou qu'on va pas s'intégrer dans la société. Dire ça, c'est pas dire du mal de l'école, c'est dire que c'est pas la seule voie. Et il y a des tas de pays où être en échec scolaire, ou être en difficulté scolaire, ça pèse beaucoup moins sur l'amour-propre des gens. Donc bien sûr que moi, je dis à mes enfants, il faut que vous soyez très très bons à l'école et tout ça. Mais en même temps, c'est pas la seule manière, d'avoir un avenir dans la vie que d'être un bon élève. Parmi toutes les émissions que j'ai faites depuis 13 ans, j'en ai fait une sur les mauvais élèves. C'était un documentaire. Et c'est un des trucs qui m'a le plus marqué. Les gens, ils en parlent 40 ans après, ils pleurent encore. C'est pas normal. Donc moi, si j'avais un truc à dire pour réparer l'école, c'est ça. On apaise un peu notre relation à la scolarité. Et après, on embauche des profs. Il faut plus de profs. En France, on manque de profs. Ouais, ça, on va y revenir, effectivement. Fatima. Alors pour la question comment réparer l'école, est-ce qu'on peut réparer l'école et comment faire? On va dire que je suis pessimiste dans la pensée mais optimiste dans l'action. Ça veut dire pessimiste parce que ça va être très 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 difficile, mais optimiste dans le sens où on va essayer ensemble de le faire quand même. C'est un peu le début. Pour réparer, c'est un peu comme une maison, c'est très difficile de construire une maison sur des sables mouvants ou sur une base instable. Et la base instable, c'est déjà effectivement la relation entre les parents et l'école. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de parents qui sont des blessés de l'école, des personnes qui ont été humiliées par l'école, et je pèse mes mots, c'est-à-dire des parents, moi je vois avec mes élèves, c'est très compliqué d'avoir un enfant en difficulté et quand on reçoit son père ou sa mère, on voit qu'il y a eu des blessures intense et la personne elle a 45 ans, 50 ans mais elle en parle quand même, exactement ce que tu dis, avec une grande douleur. Et lorsque je parle de son enfant, elle ne peut pas être disponible parce qu'on a l'impression ça réveille des douleurs. Ça révèle des douleurs et elle a ce rapport de méfiance parfois avec l'école parce que l'école peut aussi mal faire. Et pendant des années, on a eu des gens qui ont été mal orientés aussi, qui ont l'impression qu'on leur a volé leur vie. On va voir, moi j'ai eu un papa, il m'a dit, j'étais très intelligent, mais j'étais un peu dissipé, et franchement, on m'a orienté vers une voie professionnelle subie, et maintenant, j'ai l'impression que l'école m'a volé ma vie. Et ce papa-là, lorsqu'il va avoir ses enfants, et lorsque moi j'ai son enfant en classe, quand je dis que son enfant est en difficulté, il ne peut pas m'entendre.
parce qu'il se dit « Ah non, 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 vous n'allez pas faire à mon fils ce que vous m'avez fait à moi ». Vous voyez bien? Et déjà, il y a ce problème-là parce qu'on ne peut pas avoir... Donc, il y a une réparation à faire aussi, une écoute à avoir pour pouvoir avancer. Donc ça, c'était... après, on aura l'occasion d'aborder d'autres points aussi. Mais alors, justement, je vois là dans les regards que ça réveille quand même beaucoup de choses chez les gens qui font... Oui, 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 je me sens quand même un peu concernée sur cette idée de réparer la relation à l'école, c'est réparer l'enfant qu'on est un peu tous, qui a pu avoir des difficultés. Il y en a certains à qui ça parle ici. Voilà, les difficultés scolaires, le fait de se dire quand on revient à l'école pour ses enfants, ça me renvoie au fait que moi aussi, j'ai parfois été pas entendue, pas bien traitée, pas... Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous avez 2 heures. Clairement, ce que j'en pense, moi aujourd'hui, je suis coordinatrice pédagogique et en fait, je suis avec mes collègues et ce qui, pour l'instant, nous manque dans tout ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'a pas parlé de pédagogie. Et que ce qui est difficile, c'est qu'on forme des enseignants où on ne les forme plus aujourd'hui, sans parler de pédagogie. Et on reproduit un modèle pour lequel, alors, on sait que ça ne fonctionne pas. Des cours descendants, des modèles descendants, des classes de 30. Vous allez dans n'importe quelle école, à part certains endroits où on arrive à bouger les tables, à changer notamment le mobilier. Partout, on ne fait que reproduire ce qui pourtant n'a pas fonctionné. Et même nous, quand on veut changer nos habitudes et quand on se dit on va bousculer nos modalités pédagogiques, on rencontre des étudiants sortant de lycée, puisqu'on travaille en formation continue pour adultes, on rencontre des étudiants qui sortent du lycée et qui nous disent où est-ce qu'il faut s'asseoir, mais il n'y a pas de table, il n'y a pas de chaise, etc. Et eux-mêmes, ils ont à déconstruire ce rapport au savoir. Et du coup, je pense que tant qu'on ne se pose pas tous ensemble la question des modalités pédagogiques, on peut faire autant de changements qu'on veut, il n'y a rien qui va bouger. Donc voilà, nous on essaye à notre échelle de faire bouger des modalités pédagogiques. Voilà, pour preuve, on a des étudiants qui sont là ce midi. En fait, ça fait partie d'un cours à part entière. Ah, ils sont où les étudiants? Vous pouvez lever la main? Ah, dis donc, salut les étudiants. Mais on va venir vous voir. Bonjour monsieur. Ah non, non, ne reculez pas. Regardez, ça va bien se passer. Oui. Ça va? Oui, ça va. Vous, c'était comment l'école? Non, moi, je participe un petit peu par rapport au principe de la vie. Au niveau de l'école, c'est l'éducation, c'est les éléments qu'on doit donner à tout le monde. Et surtout, comme elle a dit la dame, former les professeurs, leur donner le strict minimum et le nécessaire pour qu'ils puissent faire face au niveau de cette éducation et au niveau de cette génération qui n'est pas comme les nôtres. Alors, merci beaucoup. Qui s'est déjà ennuyé à l'école? Ah, il y a monsieur le maire qui lève la main. Ah bah bravo, ça commence bien. Alors justement, on parlait de pédagogie. Ah, bonjour madame. Bah oui, 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 vous avez levé la main. Vous vous êtes ennuyée à l'école, vous? Ouais. Oui. C'est-à-dire? Alors, j'aimais que les matières, le dessin, la musique, le sport. Et forcément, on nous faisait comprendre que c'est pas ce qui comptait. Et puis, moi, souvent, je me demandais ce que je faisais là, parce que je me souviens, et j'en ai encore des très gros souvenirs, d'être en cours de maths, par exemple, ou d'autres matières, et de me dire, mais à quoi ça va me servir quand je serai grande? J'arrivais pas à me projeter avec tout ça, en fait. Donc, c'était mieux de regarder par la fenêtre. Ouais. J'imagine qu'en plus, vous étiez plutôt du genre à travailler dans les matières où les profs étaient plutôt sympas, il y avait des pédagogies plutôt actives. Ah bah oui, ça aide, hein. Bah oui, parce qu'après, on vient, puis on se dit, ah bah tiens, je vais bien travailler parce que je l'aime bien, cette maîtresse, quoi. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu. Les élèves là, de Génération 2, là, enfin les élèves, l'équipe de Génération 2, on en a beaucoup parlé. Le côté, faut être clair, à l'école, on s'ennuie, la pédagogie, elle est descendante. Levez la main, là, on en a parlé beaucoup, de l'ennui à l'école. Hein ? Ça, c'est quelque chose aussi qu'il va falloir revoir. Enfin, on le disait à l'instant, sur la pédagogie, peut-être repartir plus des enfants, partir de ce qu'ils sont. Mais est-ce qu'on a les moyens de ça, alors, Fatima? Il y a plusieurs choses. Parce que ça fait plusieurs années où, effectivement, le côté frontal, le professeur qui fait le cours face à une classe, vraiment, c'est de plus en plus rare. Donc, on nous encourage à faire parler, à faire participer. Mais, et vous avez dit quelque chose de très juste, c'est possible quand on n'a pas 30 élèves dans une classe. C'est-à-dire que, effectivement, moi, en demi-groupe, c'est quand ils vont être 16, par exemple, c'est tout à fait possible parce qu'on peut faire participer tout le monde et puis la parole circule. Mais ça devient plus compliqué, par exemple, au lycée, lorsque le professeur a non seulement de nombreux élèves, mais ce qu'il y a depuis plusieurs années, c'est ce qu'on a appelé l'inclusion, mais une inclusion sans moyens.
C'est-à-dire qu'on dit l'école doit accueillir, voilà, et c'est très bien d'accueillir. Mais par exemple, on va manquer de, maintenant on les appelle les AESH, la personne qui va aider l'enfant, voilà. Donc, avant on disait les AVS, mais on va manquer de ces personnes-là. Donc un enfant qui va être en grande difficulté va se retrouver seul. On s'occupe de lui, on ne peut pas s'occuper d'autres. Donc il y a aussi ces questions-là du nombre. Malheureusement, ça paraît très trivial quand je le dis comme ça, mais il y a ça. Mais là où vous avez complètement raison, c'est aussi pendant très longtemps, et là c'est encore le cas, on fait comme si avoir des élèves, c'était avoir un cerveau posé sur une table. Comme si c'était des êtres désincarnés, sauf les profs de sport. Et c'est pour ça très souvent on dénigre les professeurs de PS, mais mine de rien, le CAPES de PS, c'est un des rares CAPES où on parle du corps. Et où on fait en sorte de dire les enfants, voilà, l'adolescence, le corps de l'enfant, le rapport au corps, voilà, aller à la piscine, c'est pas rien, et ils en parlent. Alors que nous, par exemple, moi j'ai un CAPES de lettres modernes, à aucun moment, lorsque j'ai eu ma formation, on a parlé vraiment de l'enfant dans sa corporalité, on va dire. Vous voyez ? Et ça, c'est vraiment dommage, parce qu'on n'a pas des cerveaux posés sur une table. On a des petits individus avec leurs petits dramas, avec leurs relations aussi, des petits êtres humains. Et ça compte beaucoup, beaucoup dans une classe. Il faut une forme de finesse psychologique, voilà, d'attention. Et juste, je rajoute, d'autant plus qu'on a eu le confinement, on a eu les attentats, on a eu beaucoup de choses, et moi, ce que je vois avec mes sixièmes, c'est que j'ai beaucoup d'enfants qui font des crises d'angoisse. Pas des petites crises d'angoisse, des grosses crises d'angoisse. C'est-à-dire des enfants qui ne vont pas bien. Et on en parle très peu. Donc la santé mentale des élèves aussi, la santé mentale des enfants, on fait comme si ils ont 12 ans, 11 ans, c'est rien. On peut avoir 11 ans et penser à la mort et même se suicider. Donc la santé mentale des enfants, il est temps qu'on en parle, qu'on prenne en compte que c'est pas des petites... On met tout sur l'adolescence. Ah, c'est des adolescents, ils pleurent, ça chiale toujours à cet âge-là. C'est complètement faux. Ils peuvent être plongés dans un profond mal-être et nous, on le voit comme professeurs. Et même si je suis là pour enseigner le français, je ne vais pas dire « Ah oui, tu as l'air d'aller très mal, mais bon, il y a les participes passés ». Non, on est obligé de le prendre en compte. Et ça, j'aimerais bien que collectivement, parents, professeurs, personnes au gouvernement, on se rende compte que le métier de professeur, c'est quelque chose de très... On est aussi, qu'on le veuille ou non, un peu dans une place de psy à certains moments, et il faut l'accepter finalement. C'est vrai que Fatima, ce que tu dis, c'est hyper important parce que vous êtes des adultes référents et vous avez finalement accès à ces mômes et vous êtes la porte d'entrée à plein de choses, mais la réponse, vous l'avez pas forcément. Non mais alors, c'est frappant, c'est quelque chose que tous les profs me disent, on a besoin de temps pour se parler. On a connu des attentats, on a connu cette crise du Covid. Les enfants, ils ont besoin d'en parler collectivement, pas juste à leurs professeurs, mais c'est un espace aussi du commun, l'école. C'est pour ça que c'est génial d'avoir cette école publique où on va ensemble. Alors oui, on est nombreux dans les classes et ça, c'est compliqué pour parfois mener ces discussions qui sont très utiles pour après pouvoir transmettre sereinement. Mais je vous regarde parce que je reviens sur votre question sur la pédagogie. En fait, en 89, il y a une phrase dans le Code de l'éducation qui est « L'enfant est au centre du système scolaire ». Cette phrase, quand elle a été écrite, diffusée, les intellectuels français, des intellectuels français, mais plein de gens, se sont roulés par terre pour dire que c'était pas possible de dire une horreur pareille, que l'enfant ne pouvait pas être au centre du système scolaire, parce que ce qui était au centre, c'était les savoirs. Mais les savoirs, on n'est pas censé se les passer par-dessus la tête. Ils sont bien censés être enseignés à des personnes, sinon ça ne sert à rien. Et c'est pour dire que la conception d'une connaissance un peu abstraite qui nous surplomberait et à laquelle on aurait éventuellement le droit de participer parce qu'on a un certificat de sagesse, parce que c'est ça aussi que sanctionne l'école, c'est la capacité à être sage, silencieux, silencieuse, et à rester bien convenable pendant 18 ans, enfin un certain nombre d'années de sa scolarité. Ça pose plein de problèmes à plein de gamins. Maintenant, je crois qu'on arrive à une période où on commence à être à peu près d'accord sur le fait que c'est l'enfant qui est au centre du système scolaire. Et je pense que l'évolution pédagogique, elle prend du temps. Parce que même si les professeurs sont libres de leur pédagogie,
c'est très difficile de changer ses manières d'enseigner, y compris parce qu'on a aussi cette trace de comment on nous a enseigné. Donc voilà, les formations sont pas suffisantes en France, ça c'est remarqué par toutes les organisations internationales qui observent l'école française, disent mais on manque trop de formation pour nos enseignants, premier, second degré, formation continue aussi, parce qu'il faut continuer à se former pendant sa carrière. Et ensuite, il y a trop d'élèves. On a un taux d'encadrement qui n'est pas bon en France. Et dès la maternelle, parce que en fait, des classes de maternelle, bon là ça va un petit peu mieux, mais des classes de maternelle à 30 gamins, on en a tous connu, c'est anormal, même s'il y a des ATSEM et tout, quand il y en a, il n'y a pas assez d'adultes autour des enfants. C'est ça qui est terrible, c'est-à-dire qu'on essaye juste là collectivement de se figurer ce que c'est que d'avoir 30 mômes de 4 ans avec un prof et peut-être 2 ATSEM. C'est une ATSEM, c'est l'antichambre de l'enfer, quoi. C'est l'antichambre de l'enfer. Najat, juste une petite chose. Toi, par exemple, tu t'ennuies. À l'école? Ouais. Oui. Ton prénom? Mouniat. Alors, raconte-nous. Moi, c'est plutôt par rapport au fait qu'on est vraiment beaucoup. Et du coup, le prof, il n'a pas le temps pour nous. Et j'ai un exemple. Par exemple, l'année dernière, on était 35 dans notre classe de SP. Et cette année, on est 16 ou 18. Et je comprends mieux, on est plus attentif, on a des meilleures notes. Et du coup, comme l'année dernière, on était plus, on ne voulait pas s'intéresser. Et du coup, c'était l'ennui total. Alors que cette année, comme on est moins, et la prof, elle est plus active avec nous. Et c'est plus facile de comprendre. Ouais. Najat. Oui. C'est important ce qui a été dit. En fait, non, mais bien sûr, si évidemment. on divise le nombre... La divise. Alors, on est ici dans un territoire qui est quasi en REP et REP+, complètement. Donc, il y a des dédoublements de classes, il y a des classes plus petites, etc. Pourquoi, et ça Louise nous l'a dit, pourquoi on n'est pas capable de faire comme ce qui existe chez nos voisins et d'avoir des classes de 17, 18, 20 et pas plus ? Oui, alors moi je pense que la raison pour laquelle tu m'as invitée, Nora, c'est quand même pour porter un discours nourri de l'expérience. Donc je ne peux pas simplement vous dire oui, dans l'absolu, c'est ça qu'il faut. Bien sûr, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Mais je voudrais juste vous rappeler, si vous avez un tout petit peu de mémoire les uns et les autres, que c'est exactement ce que j'ai fait comme ministre de l'Éducation. Et donc la question intéressante, c'est à quoi je me suis confrontée à ce moment-là. Et vous ne pouvez pas avoir oublié, en effet, Louise était en train de le rappeler, les multiples tribunes qui s'en prenaient, par exemple, quand j'ai fait la réforme du collège, et que l'un des arguments, enfin parmi d'autres, c'était de dire, il y a plein d'élèves qui, ne comprenant pas, je rebondis sur ce que Madame disait, le sens de ce qu'ils apprennent en SVT, en maths, ou etc., ne donnant pas de sens à leur apprentissage, décrochent, s'ennuient, n'écoutent plus, etc. Donc, ayant eu le malheur d'utiliser la notion d'ennui, je me suis fait, mais vraiment, vous vous en souvenez, cloué au pilori par des multiples tribunes qui, en effet, me disaient globalement la même chose que ce que rappelait Louise, c'est-à-dire l'école n'est pas là pour distraire les élèves, d'ailleurs, les élèves n'ont pas à être au centre de l'école, etc. Moi, je vous le dis très simplement, bien sûr que c'est de l'élève, c'est de l'enfant qu'il faut partir pour penser notre système d'éducation. Bien sûr que les enfants, c'est les enfants dans le milieu dans lequel ils vivent, dans les conditions dans lesquelles ils vivent, et pas les enfants tels qu'on les imagine dans un idéal qui n'existe pas. La question du nombre d'élèves par classe. Je me souviens, l'un des arguments qui m'était souvent rétorqué par les plus conservateurs qui ne voulaient rien changer, c'était de me dire « Mais vous savez, dans les années 50, il y avait beaucoup plus d'élèves par classe. Regardez dans les anciennes photos de classe. » Sauf que, en fait, ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que là où la société a complètement changé, et plutôt positivement, c'est qu'elle a amené dans les établissements scolaires, et notamment au collège-lycée, une plus grande hétérogénéité d'élèves. C'est-à-dire qu'avant, quand seul un pourcentage infime de la population accédait au lycée, eh bien, vous aviez une homogénéité sociale où c'était des gens de familles extrêmement aisées qui étaient préparés dans certaines conditions, qui arrivaient, donc ils pouvaient être 45 par classe. Voilà, mais aujourd'hui, on a besoin, on a besoin, de s'adresser aux élèves dans leur hétérogénéité, c'est-à-dire leur différence, avec une pédagogie, en effet, ça a été dit tout à l'heure, différenciée. Mais pour faire de la pédagogie différenciée, c'est-à-dire pour vraiment jouer sur la réalité de chaque élève et l'amener à progresser, il faut des professeurs qui soient formés. Et là, je voudrais à nouveau m'arrêter sur ok, c'est gentil quand on dit tout ça, mais qu'en est-il de ce qui vous attend quand vous lancez des réformes dans ce sens ?
pour avoir des professeurs bien formés, en initiale comme en continu, c'est-à-dire au début de leur carrière et pendant toute leur carrière, il faut embaucher des professeurs, car pendant que les professeurs se forment, il faut qu'ils soient remplacés par d'autres professeurs. À l'époque, rappelez-vous, à l'époque où j'exerçais, on a embauché 60 000 nouveaux enseignants. Juste après, c'est une dynamique qui a été arrêtée. Tout comme juste avant nous, non seulement la dynamique n'était pas là, mais en plus on supprimait 80 000 enseignants. Et c'était des quartiers comme cela, des villes comme cela qui en étaient les plus lésés. Donc en fait, si vous voulez, la politique, c'est quelque chose qui a un impact très direct. C'est pas la même chose d'embaucher des professeurs ou de ne pas en embaucher. Et on ne peut pas résoudre les problèmes de nombre d'élèves par classe, etc., si on ne fait pas un effort pécuniaire. Or, l'effort pécuniaire, c'est-à-dire l'argent, les milliards donc mieux que ça coûte... mieux payer clairement les professeurs. Bien sûr, et les milliards que ça coûte, je suis désolée, mais contrairement à une idée reçue, l'opinion publique française n'est pas forcément en faveur de dépenser plus pour l'éducation. Et pourquoi ? Parce que vous avez des conservateurs qui l'abreuvent tous les jours, de tribunes dans la presse, etc., considérant qu'on dépense déjà beaucoup d'argent dans l'éducation, etc., faisant du bashing contre les profs, qui ne travaillent pas assez. Hein, enfin, vous connaissez tout ça par cœur. Donc moi, je dis que les parents, les familles qui sont concernées par la situation de leurs enfants et qui trouvent qu'on n'en fait pas assez, il faut en faire un sujet politique, réclamer des comptes à vos élus et demander qu'on se mobilise pour mettre plus de moyens. Fatima. Bon, rapidement, parce qu'on ne va pas parler de la réforme du collège. Moi, je fais partie des gens qui ont critiqué la réforme du collège, et c'était pas du tout sur ces points-là. C'était sur le nombre d'heures de français, c'était sur le latin, mais on ne va pas faire ce débat-là. Juste, mais je trouvais important, en revanche, sur l'absence, il y a aussi les professeurs non remplacés. Et ça, c'est un scandale, dans le sens où c'est pas l'absentéisme des professeurs. Je vous donne un exemple précis, et ça va parler à tout le monde. Dans l'établissement où je suis l'année dernière, la professeure d'espagnol... C'était où l'établissement, Fatima ? Je donne pas parce que j'ai peur qu'on me suive. Donc voilà, c'était dans le 93. Donc la professeure d'espagnol était absente, mais parce qu'elle était enceinte. Super, bravo. Et une grossesse, elle avait prévenu, hein, c'est pas des choses qui arrivent par surprise. Elle n'a pas été remplacée de toute son absence. Ça veut dire que les enfants ont été sans professeur d'espagnol, on nous a envoyé personne, et quand elle est revenue, elle a été inspectée. Donc elle a été inspectée avec des élèves qui n'avaient pas eu d'espagnol, et pareil en français. C'est scandaleux, en 2022, on était en 2022, d'avoir... Il y a des élèves, des classes qui n'ont pas eu de professeur d'espagnol ou de français pendant 1 an. Mais c'est scandaleux. Dans le 80, les enfants, mais partout. Et si c'était les enfants des hommes politiques, ils en feraient une urgence nationale. C'est pas normal, 1 an sans prof. Alors français, c'est ma matière, donc je défends ma matière, mais espagnol aussi, c'est scandaleux. Et c'est pas parce que c'est les enfants des autres que c'est moins scandaleux. Mais donc, voilà, c'est un vrai sujet, les professeurs pas remplacés, mais il y a aussi des professeurs pas nommés, des postes qui restent vacants. Moi, j'ai été interpellée par des élèves, notamment souvent dans le 93. Bizarrement, c'est souvent Académie de Versailles, Académie de Créteil, et on est dans ces zones-là. Mais c'était quand même des gamines, alors l'ancienne filière S, qui étaient en spécialité physique, qui n'avaient pas de prof de physique l'année de terminale. Et là, hyper emmerdés, les parents qui avaient fait le pied de grue à l'inspection académique qui n'avaient rien obtenu, elles sont passées par moi. Je passe un coup de fil. Imaginez où on en est, hein, au conseil départemental du 93, son président, Stéphane Troussel, qui saisit l'inspection académique, et 2 jours après, il y a un prof. Mais sur ça, les parents aussi, vous avez un pouvoir incroyable. Juste, j'étais à Tremblay en France pour un remplacement, donc je n'y suis plus. Problème de chauffage. On fait cours, les élèves ont des gants. Ah oui, on n'a pas parlé du bâti, ça aussi. Voilà, problème de chauffage. On fait cours avec des gants. Hein. J'ai eu un intervenant, il était choqué. On demande, la principale appelle, rien du tout. Les profs grondent un peu, rien du tout. Les parents bloquent l'établissement en disant on veut que nos enfants aient du chauffage. Le lendemain, on en avait. Le lendemain, c'était réparé. Ça faisait 15 jours que ça traînait. Donc, vraiment, on dit les parents sont procéduriers. Les parents sont procéduriers dans quelques coins et ça marche. Écrivez des lettres. Plaignez-vous, c'est scandaleux que si votre enfant n'a pas de professeur pendant 1 mois, c'est scandaleux. Vous avez le droit d'écrire, vous avez le droit de vous mobiliser et vraiment, c'est grâce à vous que ça peut changer aussi.
Louise. Ah non, mais il y a un truc qui fonctionne, c'est l'alerte médiatique, comme à Aulnay. Le ministre de l'Éducation... Qui a entendu parler du lycée d'Aulnay, là? Vous avez vu les images du lycée? Il n'y avait pas de chauffage, il n'y avait pas de lumière. Donc, faire des cours sans électricité, il y a un moment où ça devient compliqué. Et donc, BFM a déboulé, et le lendemain, il y avait Valérie Pécresse et Pap Ndiaye. Alors, est-ce qu'on va tous pouvoir faire ça? Je ne sais pas. Mais ce que je constate, c'est que, oui, des années sans prof de français. Moi, j'ai eu ça, j'habite dans Paris. Il y avait la FCPE 93 qui comptait les heures où il n'y a pas cours. Mais je crois que si on le faisait sur les académies de banlieue, mais même sur toute la France, et qu'on voyait le nombre d'élèves qui perdent des mois de cours dans la des FCPE 93, pardon, je te coupe, Louise, ils ont comptabilisé qu'un élève du 93 perd en moyenne une année de scolarité à cause de profs pas nommés ou pas remplacés. Une année. Énorme. Et donc, comment on peut se passer de professeur de français? Enfin, il y a un moment où, et ça, c'est vraiment un truc pour l'institution, il faut faire attention, sinon c'est comme si on disait que l'école ne sert à rien et que ça n'a aucun sens. Parce que de toute façon, il n'y a pas de prof et on continue comme si tout était pareil. Et à la fin, il y a des élèves qui passent le bac sans avoir eu leur prof de spécialité. C'est démentiel. Et ça, ce recrutement des enseignants, c'est pas pour aller dans le sens plus d'un ministre que d'un autre, mais c'est le point noir depuis des années, des décennies, et c'est quelque chose sur lequel on a laissé tomber. Et peut-être aussi parce que collectivement, on s'est un peu laissé bercer par un discours que l'État était trop dépensier. Or, l'éducation, c'est pas une dépense, c'est un investissement. On va venir à vous, puis on va se projeter un peu sur comment on fait. Là, on vient de dire, ne croyez pas que vous n'avez pas de pouvoir. Vous avez un pouvoir, les parents, les élèves. Voilà, se faire entendre, faire bouger les choses. J'arrive à vous. Hop, il y a plein de questions. J'arrive. Je vais essayer d'être rapide. Moi, ça a été très compliqué à l'école. Je suis dyslexique, dysorthographique. Dans les années 80-90, les AESH n'existaient pas et j'étais juste feignante. Bon, je suis devenue prof, donc je suis restée feignante visiblement, puisque on est quand même réputé pour être des feignants notoires. Mais le problème, c'est que moi, c'est toujours un handicap. Ça s'efface pas, la dyslexie, la dysorthographie. J'en souffre encore. C'est-à-dire que même si je travaille à Corbeil, avant je travaillais avec des handicapés, j'étais professeur spécialisé, l'orthographe on me le balance en pleine gueule comme si j'étais pas capable d'écrire ou de penser. J'ai pas passé le CAPES d'histoire géo parce que j'avais honte de ma façon d'écrire. Mon mémoire de maîtrise, je l'ai lu à l'oral à ma prof qui a accepté à l'époque. C'est un cas unique dans les annales. Mon mémoire de DEA n'est pas la fac de Nanterre parce qu'on l'a pas enregistré à la BU tellement il était illisible. En revanche, ça fait pas de moi une personne bête, bien au contraire. Donc j'ai le CRPE, puisque je suis prof des écoles, j'ai le CAPASH, et j'ai donc le CAPES d'histoire géo que j'ai passé sur le tard en ayant un peu plus confiance en moi. Donc l'école, elle se répare si nous, déjà, on a confiance en nous, parce que c'est clair que l'école, moi, m'a pas donné confiance en moi là-dessus. En revanche, je vais reprendre ce qu'a dit la dame sur la pédagogie. Moi, je dois tout à l'IUFM et à l'ENSPE. Moi, on m'a appris les pédagogies actives, on m'a appris Freinet, on m'a appris Montessori, on m'a appris plein de choses. Après, il faut une énorme capacité de confiance en soi, de choses qui ne c'est que personnel pour le mettre en place dans une classe à 30 à Corbeil-Essonnes. Moi, il y a des ballons dans ma classe, on est en groupe. Je peux vous dire que parfois, j'ai des sueurs froides, mais j'avais pas eu de mort, ils apprennent, tout va bien. Mais c'est extrêmement compliqué, on met que des jeunes collègues qui ont une vingtaine d'années dans ces classes. Moi, j'ai plus de 40 ans, je suis une mauvaise élève, donc je les comprends, mais lascar qui veulent pas bien réfléchir, j'étais dans leur cas. Et le problème, c'est que beaucoup de profs sont d'anciens très bons élèves qui n'ont jamais été confrontés à la difficulté scolaire. Et le recrutement, à mon avis, il faudrait plus se baser sur des entretiens oraux que des écrits institutionnels qui ne forment pas des bons profs, de mon point de vue. Ouais. Merci beaucoup. On va y venir sur la posture justement des profs et qui on va chercher quand on est notamment dans des quartiers prioritaires où, et Madame nous le rappelait, et ça on le sait, on l'a tous vécu, des jeunes profs qui arrivent de la Nièvre ou je sais pas, et puis qui sont percutés dans des quartiers, c'est pas toujours évident. Madame ? Bonjour, je vais être très rapide. Là on parle des professeurs et j'entends bien tout ça, mais je pense qu'il y a d'autres intervenants comme les psychologues scolaires et les assistantes sociales aussi. Je ne suis pas encore très vieille, mais à l'époque ça fonctionnait pas trop mal. Moi j'ai rencontré des intervenants qui me disaient qu'ils étaient sur 6 lycées. C'était ingérable. Donc je crois que ce serait aussi des aides pour les profs. Tout ça c'est un ensemble de choses, quoi. Merci.
On continue. Hop, hop, hop. Il y a plein de questions. Bonjour monsieur. Salut toi. Comment ça va? Oh, te chouquette. Oh. Bonjour, moi c'est Nelson. Je suis papa d'un garçon de 8 ans et d'une petite fille de 1 an. Et c'est en tant que parent que j'interviens. Merci déjà à la mairie d'Evry de pouvoir organiser ce genre de débat, à Nora, à Nadjet, à Louise et à Mariam de pouvoir animer cette rencontre. Moi, ma question, c'est par rapport... ce qui m'a beaucoup intéressé, c'était l'aspect pluriapproche de l'école et le fait qu'on s'intéresse dans un premier temps à vouloir remplir les têtes avec de l'intellectuel. Vous avez parlé du sport tout à l'heure, enfin le côté, on va dire, le corps, tout ce qui est autour du corps. Mais je trouve qu'on est dans un pays où on a aussi un problème avec tout ce qui est autour de l'esprit, de la spiritualité, avec la laïcité et toutes ces choses-là. Et moi, c'est quelque chose qui me dérange profondément en tant que parent, cette espèce de crispation autour de ces questions-là. Et moi, j'aurais aimé avoir votre avis en tant que ministre, en tant que prof sur ces questions-là. Comment arrêter d'être complexé avec ces questions-là, parce qu'on est clairement dans un pays où il y a de la diversité et il y a une volonté de s'épanouir au niveau de l'esprit, au niveau de la spiritualité. Donc j'aimerais avoir votre avis sur ça et sur l'aspect, on va dire, pratique de l'école. Comment changer les mentalités? Vous avez parlé de lobbying au niveau de la presse par rapport à faire des réformes sur l'aspect non pratique de l'école. Moi, je suis entrepreneur, donc j'ai envie on est dans une ère où les gens ils ont de plus en plus envie de s'épanouir et de développer leurs entreprises, ce genre de choses. Qu'est-ce qui, selon vous, peut être fait pour insuffler cette volonté, cet esprit-là dans l'enseignement, dans le corps enseignant, dans la direction et dans l'esprit des enfants? Merci. Merci beaucoup. Ah, j'ai encore 2. Hop. Oui, bonjour. Je suis Georgette Amesso. Je parle ici en tant qu'infirmière scolaire. J'ai l'honneur de voir la ministre en face de moi. La question que je vais vous poser, j'ai 2 questions. La première est celle de savoir, pendant votre mandat, qu'avez-vous pensé des infirmières scolaires? Quelle place vous leur avez donnée en tant que ministre? Je le dis parce qu'aujourd'hui, je pense que la santé est au centre de tout. Sans la santé, il n'y aura pas de développement. Nous sommes assis aujourd'hui peut-être parce que nous sommes en santé. Si nous n'étions pas en santé, on ne serait pas là. Ce que moi je vois aujourd'hui, les infirmières, quand on parle de revalorisation salariale ou bien de la réforme, on ne tient pas compte des infirmières scolaires. Celles qui sont mises en avant, c'est des infirmières en milieu hospitalier. Je trouve que c'est ça fait que le métier n'est plus attirant, on n'arrive plus à recruter, les gens n'ont plus cette motivation-là. Moi, je suis infirmière dans un collège en milieu rural. La problématique que je rencontre là-bas, franchement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Fatima a parlé tout à l'heure de la souffrance, la santé mentale des enfants. Qu'est-ce qu'on attend pour prendre ces enfants-là en charge dès la primaire, dès la maternelle? Pourquoi attendre arriver à l'université pour entendre parler de décrochage scolaire, de la schizophrénie? Les centres psychiatriques sont en souffrance. Donc, excusez-moi, c'est parce que c'est un trop-plein. Moi, j'en ai marre de passer mon temps. Je ne suis pas payée en heures supplémentaires, mais je suis l'assistante sociale, le médecin scolaire, la psychologue et tout, la psychiatre. Je ne suis pas là pour prendre en charge des enfants qui ont à la base n'ont pas eu des outils nécessaires pour avancer, quoi. Donc, je ne sais pas. Merci beaucoup. Et une dernière, et ensuite, non, mais il y a plein de questions. Bonjour, moi c'est Christeva, je suis responsable du volet jeune de Génération 2. Vous avez parlé de finances lorsqu'il s'agit des professeurs, mais je pense que l'éducation nationale a les aides financières, l'un des budgets le plus important de budget de l'État. Mais le problème qui se pose, selon moi, c'est la revalorisation du métier d'enseignant. Lorsque je vais aller à l'école jusqu'en Master 2, pour que je me rende compte qu'en 2022, des gens
ils vont faire 2 mois de formation pour aller être professeur. Je pense que mes 5 ans d'études n'ont pas été respectés. Et la récompense d'un professeur n'est pas que financière. La récompense peut être aussi l'envie d'exercer son métier, avoir des vocations dans ce métier-là, des gens qui dorment, qui se réveillent, qui se disent que moi, plus tard, j'aimerais être enseignant. Pas parce que je veux avoir beaucoup d'argent, mais non, parce que j'ai cette envie de transmettre. Ça me fait plaisir d'aider ces enfants-là à devenir quelqu'un. Si on a des ministres aujourd'hui, si on a des présidents, on a tout le monde, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont enseigné. Mais pourquoi aujourd'hui, eux, ils ne peuvent pas avoir cette valeur-là, ce respect du métier, pour qu'on dise que je suis professeur. Aujourd'hui, tout le monde veut devenir ingénieur, footballeur, tout ça là, mais devenir influenceur même pour vendre l'eau de son bain. Excusez-moi, ça me fait trop rire. Aujourd'hui, on veut qu'il y ait une revalorisation du métier d'enseignant pour qu'il y ait des vocations. Merci. Bravo. Ah, il y a eu plein de choses là. Vous tirez le fil que vous voulez, mesdames. Najat. Si vous voulez, je peux commencer peut-être en rebondissant sur ce qu'a dit madame, parce que, en fait, je suis désolée parce que dans les discours que tiennent les politiques, comme ça, il y a des expressions qui paraissent très techno, mais en fait qui ont leur raison d'être. Par exemple, moi, comme ministre de l'Éducation, j'ai jamais vraiment parlé des professeurs quand je menais des réformes à l'Éducation nationale. Je parlais des personnels enseignants et non enseignants. Et en fait, du coup, dans le grand public, on doit se dire, mais pourquoi elle s'embarrasse avec cette expression très longue? Mais en fait, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que l'école, pour moi, elle est faite de différents professionnels, de différents adultes qui ont tous leur importance dans leur intervention autour de l'enfant. Et c'est clair que les infirmières scolaires, comme les psychologues de l'Éducation nationale, d'ailleurs je rappelle, parce que comme évidemment la presse s'en fait pas souvent écho des choses positives, mais que c'est à mon époque qu'on a créé le corps des psychologues de l'Éducation nationale, qui n'existait pas, qui était une vieille requête depuis super longtemps. Bon bref, donc tous ces adultes autour de l'enfant, avec les professeurs, sont là pour garantir une espèce de bien-être à l'école. Voilà, donc moi j'y tiens fort et je voudrais juste vous confirmer qu'à l'époque, quand on cherchait à embaucher davantage d'infirmières scolaires, je dis infirmières parce que pour l'essentiel c'était des femmes, infirmières et infirmiers, ou même des médecins scolaires, eh bien on avait un vrai problème d'attraction, de réussir à attirer, à recruter, parce que en fait la plupart des gens qui ont fait ces études-là préfèrent aller à l'hôpital ou exercer en clinique plutôt que venir dans l'éducation. Et c'est vrai que la question des rémunérations, évidemment, est importante. Voilà, c'est une question d'euros. Bon, donc du coup, on se retrouve dans cette situation très, très, très insatisfaisante où il n'y a pas assez de médecine scolaire pour les enfants, c'est clair, mais il n'y a pas non plus assez de médecine du travail pour les enseignants, et ça, c'est aussi un vrai problème. Donc ça veut dire qu'il faut vraiment décider une fois pour toutes de monter les salaires de ces fonctions-là si on veut les attirer. La deuxième chose que je voulais répondre, c'est au sujet de... un esprit sain dans un corps sain. En gros, qu'est-ce qu'on apprend exactement aux élèves quand ils sont dans nos établissements scolaires? Il y a eu tellement de débats sur les questions, comme vous le disiez, notamment de laïcité ces dernières années. Moi, je pense qu'il faut vraiment bien comprendre ce qu'on entend, en tout cas ce que les gens de bonne volonté, parce qu'après qu'il y ait des gens de mauvaise volonté ou alors mal intentionnés dans le débat public, et y compris parfois parmi les politiques, c'est une évidence, hein. Mais bon, les gens bien intentionnés et de bonne volonté, ce qu'ils entendent par le fait que les établissements scolaires doivent être placés sous le signe de la laïcité, c'est quelque chose de très important et de très positif en réalité. Ça ne veut pas dire qu'on cherche à exclure une population au détriment d'une autre. C'est que tous les élèves doivent être traités de la même façon, sans distinction d'appartenance religieuse ou de non-appartenance religieuse, confessionnelle, etc. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'il y a des pays dans lesquels le fait d'appartenir ou pas à la confession, on va dire, qui va être majoritaire, va vous octroyer des avantages par rapport à ceux qui n'auront pas cette confession-là. Nous, on a la chance de vivre dans un pays dans lequel, quelle que soit votre religion, votre appartenance, vous serez traité de la même façon, mais le corollaire de ça, c'est qu'évidemment, on n'affiche pas de signes extérieurs, on va dire, donnant le sentiment qu'on est en train de faire l'apologie ou je ne sais quoi d'une religion ou d'une autre. Donc, en fait, vraiment, c'est un principe de neutralité qui va dans l'intérêt de vos enfants, et je pense que ça, c'est vraiment à respecter.
Longtemps, le débat public a complètement dévoyé ce principe parce que, à longueur de jour, quand on allumait sa télé, on avait l'impression que cette question de la laïcité, elle était opposée à certaines populations pour éjecter certaines familles, etc. Quand j'ai été ministre, honnêtement, j'ai fait absolument le contraire. J'espère que vous vous en souvenez. Et je pense qu'il faut, on disait tout à l'heure, le rôle et l'importance des parents pour faire peser leur priorité dans le débat public. Il ne faut pas hésiter, vous, à prendre la parole pour réclamer que ce soit cette conception-là de la laïcité, la neutralité, qu'on fasse régner dans les écoles. Et surtout se dire que... Ça marche, ouais. Surtout se dire qu'il n'y a pas de problème pour qu'on en discute. En fait, les enseignants qui ont un peu de bouteille, ils n'ont pas peur d'en parler parce qu'ils savent que c'est une question importante pour les familles et pour les élèves. Et ça s'explique, ça se raconte, c'est pas un débat parce que la laïcité, on ne va pas la remettre en cause, mais par contre, c'est un bon objet de conversation. Et je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont envie qu'on leur en parle. Et je reviens sur le métier d'enseignant. C'est aussi pour ça que c'est pas facile quand on commence, mais être enseignant depuis quelques années, ça permet d'aborder avec peut-être plus de sérénité ces questions. Papa Ndiaye avait fait une déclaration assez maladroite sur le fait que enseignant, c'est un truc qu'on pouvait faire quelques années, puis faire autre chose et tout. Moi, je crois pas que c'est une profession de slasher. Je crois que, au contraire, enseignant, c'est quelque chose sur lequel, un métier dans lequel l'expérience a énormément d'importance. Et ces questions-là, je trouve que les vieux enseignants, souvent, en parlent hyper bien. Pour reprendre la question de la jeune dame, je ne sais pas si vous m'entendez, du coup, je ne connais pas votre prénom, mais voilà. J'avais interviewé une sociologue extrêmement intéressante sur le métier de prof, qui disait pourquoi les profs sont dévalorisés par rapport aux ingénieurs ou par rapport à, je ne sais pas, trouver un métier que vous trouvez valorisé. Pas les journalistes, c'est pas très valorisé. Alors pourquoi ? C'est parce que réforme après réforme, il y a des hommes politiques, ministres de l'Éducation, mais aussi d'autres personnels politiques qui disent ouais, les profs font pas bien leur boulot, on devrait leur dire comment ils doivent faire, on devrait leur donner des vademecum très précis sur la manière d'enseigner. Et tout ça, ça tend à faire penser au public que les profs savent pas ce qu'ils font. Or, être vu comme quelqu'un qui décide de sa manière d'enseigner, et quelqu'un qui est autonome, c'est être vu comme une profession qui a de l'importance. Comme un cadre, ce qu'on s'imagine. Voilà, des gens un peu indépendants, des gens qui décident, qui savent ce qu'ils font. Si on n'a plus le respect au niveau de l'État, des enseignants, en disant, voilà, c'est des gens bien formés, on leur fait confiance. Ils vont savoir quoi faire de bien pour leurs élèves, dans des bonnes conditions évidemment, pas avec 40 gamins à niveau très hétérogène. Là, ça donne une bonne image du métier d'enseignant. C'est pas nous, la société, qui avons décidé de mal parler des enseignants et de considérer que c'est pas des gens qui sont à valoriser. Ça vient aussi un peu d'en haut. Et cette question, je pense qu'il faut la... Bon, moi, j'espère avoir l'occasion de le refaire, mais je pense qu'il faut la retourner un peu aux politiques. Vous dites que l'école va mal, si vous dites que c'est la faute des profs, vous allez faire aller l'école encore plus mal. Donc, il faut faire attention. Et c'est le cas, Louise, juste pour un chiffre, mais ceux qui écoutent un peu la radio, on n'est plus très nombreux, mais il faut quand même se dire qu'au mois de novembre dernier, il y avait des publicités du gouvernement pour nous dire, vous, par exemple, devenez prof. Voilà, donc il y avait cette publicité. Ils avaient repoussé les dates du concours parce qu'il n'y avait même pas assez de gens qui se présentaient par rapport au nombre de postes ouverts. Vous aviez ensuite une pub pour les mutuelles. Et derrière, il y avait une publicité sur « Devenez gardien de prison ». Ce qui était quand même une brochette de pub qui n'était pas très subtile. Mais voilà, on en est là, quoi. C'est-à-dire qu'on a un gouvernement aujourd'hui qui, en termes d'attractivité, est obligé de faire de la publicité. On a parlé des salaires. Enfin voilà, il y a aussi tout ça. Fatima. Alors, je vais faire dans l'ordre. Vas-y. La première chose sur l'infirmière, je suis complètement d'accord avec vous, d'autant plus que dans l'établissement où j'étais, nous n'avons pas eu d'infirmière pendant 1 an, alors que c'était la période Covid. Alors très souvent, on ne se rend pas compte à quel point c'est important, non seulement pour la santé physique, mais la santé mentale, dans le sens où on peut avoir une élève qui a mal au ventre, et puis on l'envoie, là je peux l'envoyer nulle part, il n'y a pas d'infirmière, alors que d'habitude, elle va à l'infirmerie, et là c'est peut-être la première fois qu'elle a ses règles, elle peut en parler, c'est peut-être aussi, elle somatise sur quelque chose de plus compliqué, l'infirmière va l'écouter, donc on ne se rend pas compte comment l'absence d'une infirmière pendant 1 an peut avoir, il y a un effet domino. Donc je suis complètement d'accord avec ce que vous avez
avez dit. Au sujet de vos enfants, de votre inquiétude, parce que je sentais dans la question que vous avez posée sur la laïcité, l'inquiétude, est-ce que l'école, c'est pas du bourrage de crâne, où on est en train de dire aux enfants, voilà ce que tu dois penser, renie ta religion, et tu dois un peu le catéchisme laïque, un peu dans le sens le plus péjoratif qui soit. Moi, en tant que professeur de français, et là depuis 14 ans, j'ai changé aussi sur plein de choses grâce à mes élèves. Mes meilleurs profs, ce sont mes élèves, vraiment. C'est pas une formule. J'ai appris grâce à eux, parce qu'à la fin de l'année, je leur demande qu'est-ce que vous avez aimé ou pas, et ils m'écrivent d'une façon anonyme. De toute façon, je reconnais l'écriture. Mais bon, c'est anonyme quand même. Et ce qu'on fait, enfin, comment dire, moi, mon objectif, c'est de développer l'esprit critique. Et développer l'esprit critique, c'est faire en sorte qu'il ne soit pas manipulable. Dans le sens où, et pourquoi? La maîtrise des mots. Vous voyez, des fois, on signe des petits contrats pour un téléphone. Et en bas, il y a écrit « renouvelable par reconduction tacite ». Je commence toujours avec cet exemple. Et je demande aux élèves, vous savez ce que ça veut dire, renouvellement par reconduction tacite? Et puis ils me disent non. J'ai dit, ça veut dire que tu as signé pour 1 an, mais si tu dis rien, ça se renouvelle automatiquement. Ils disent, oh l'arnaque, ils n'ont pas le droit madame. J'ai dit, si, c'est écrit, tu as signé. Il dit, mais c'est pas écrit. J'ai dit, si, renouvellement, enfin reconduction tacite, ça veut dire que même si tu le dis pas, tu es d'accord. Et à partir de là, ça redonne du sens. Parce que quand on demande du sens, c'est pas forcément de grands mots. C'est juste se rendre compte que notre langue, quelqu'un avait dit au début, l'école c'est son chez-soi. La langue c'est son chez-soi. Je veux que les enfants habitent leur langue. Quand on maîtrise le français, c'est pas passe-moi l'eau, donne-moi le sel. C'est être capable de se défendre. Être capable de voir que quand on dit t'es belle mais t'es noire, que quand on s'énerve et que la personne a dit mais pourquoi tu t'énerves, je t'ai dit que t'étais belle, elle soit capable de dire t'as pas dit t'es belle. T'as dit, enfin non, t'es noire mais tu es belle. Voilà, quelqu'un qui va dire ça. Mon élève s'énerve, je dis pourquoi tu t'énerves, j'ai dit que t'étais belle. Elle dit non mais vous avez dit, j'ai dit t'as vu tu bégayes, je t'ai dit que t'étais belle. J'ai dit regarde le problème c'est le mais, c'est l'opposition. Ça veut dire que les noirs sont moches, tu es l'exception. Et là elle comprend, elle dit mais c'est pour ça que je suis en colère. J'ai dit, et tu vois, c'est le mais, c'est l'opposition, conjonction de coordination, et là un peu de grammaire, en sous-marin. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment le rapport à la langue, et sur l'humiliation, sur la dévalorisation du métier, je suis complètement d'accord. Moi, c'est vraiment un métier que je voulais faire depuis que j'étais à l'école primaire. C'est des professeurs qui m'ont donné, en prépa, voilà, en Cagne, j'avais ce professeur qui avait cette formule, quand on se sentait nul et qu'on n'avait pas lu un livre, il nous regardait, il disait « C'est formidable, vous n'avez pas lu ce livre, vous allez pouvoir le découvrir pour la première fois. » Et ça veut dire qu'il transformait notre lacune en nouvelle virginité de savoir. Et j'avais envie de devenir un prof comme lui. Donc voilà, pour les 3 questions. Désolée, j'ai été un peu longue. Ouais, on va refaire encore une petite boucle, parce que j'ai plein de choses, dont notamment dans l'équipe en face, là. Des questions sur l'orientation, sur Parcoursup, sur les questions de mixité scolaire et sociale. C'est pas un petit sujet, hein. Mais d'abord, bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes qui? Alors, je suis Mathieu Vera-Verbeek, je travaille pour la ville d'Evry, dans une maison, dans un espace de vie sociale même. Et dans cet espace, je coordonne un projet d'accompagnement à la scolarité. L'accompagnement à la scolarité, c'est une charte qui existe depuis 2001. Et ce qui veut dire, de mon point de vue, même si c'est mon métier aujourd'hui, ça veut quand même dire que depuis 2001, on est en train d'essayer de résoudre les mêmes problèmes et qu'on n'a toujours pas avancé dessus. Ce qui est très important sur ce dispositif, et ça fait partie de... Vous parliez de réparer la relation à l'école dans le dispositif classe, puisqu'on parle, comme dans l'éducation nationale, en acronyme. Donc dans le dispositif classe, on a tout un volet qui concerne le soutien à la parentalité. Et effectivement, on a ce problème de la... Vous le disiez tout à l'heure, les parents qui sont d'anciens mauvais élèves, qui sont dans cette cassure-là, mais aussi des parents qui sont nouvellement arrivés en France et qui viennent de pays où l'école ne fonctionnait pas de la même manière. Voilà, donc on a... et aussi, en fait, en fin de compte, dans ce soutien à la parentalité, aussi la reconstruction de la relation interne à la famille. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de la valorisation du temps scolaire par la famille, ce temps scolaire, il
il est moins pertinent, il fonctionne moins en fait. Il peut fonctionner quand même, heureusement, mais il fonctionne moins. Et donc on a, sur cet aspect de la reconstruction du rapport à l'école, il y a la nécessité de mettre les familles dans cette boucle. Mais là, ça me fait penser à autre chose sur les familles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit aussi l'espace concurrentiel qui est devenu l'école, quand on voit le niveau d'exigence, quand on voit qu'il y a des journaux qui font des classements aujourd'hui des écoles, le meilleur lycée, la meilleure prépa, etc., etc., on est dans un système de concurrence où, objectivement, quand on vient d'une famille où les parents peut-être ont un rapport parfois un peu éloigné vis-à-vis de l'école, quand on vient d'une famille qui vient d'un pays étranger, quand on ne peut pas aider ses enfants pour les devoirs, et ça c'est un vrai sujet, quand on n'a pas l'espace chez soi pour travailler, en fait on part avec de tels handicaps que du coup, est-ce que vous travaillez aussi là-dessus? Enfin, on part quand même pas tous avec... D'aucuns diraient les mêmes chances, on va parler d'égalité des chances, encore faut-il aussi parler d'égalité des droits, mais on pourra y venir si vous le souhaitez. Vous, ce rapport-là, voilà, cet espace qu'est l'école, l'aide aux devoirs, le rapport au savoir, le fait que les parents ne peuvent pas toujours aider, vous devez y faire face? C'est la raison d'être du dispositif. Vous parlez d'égalité des chances. En ce moment, on parle de plus en plus d'équité, plus que d'égalité. Ça, c'est un principe aussi, c'est-à-dire que on fait de plus en plus de différenciation des élèves au sein de l'éducation nationale parce que les difficultés sont différentes pour tous les élèves, c'est la différenciation. Et on fait la même chose avec d'autres publics, des enfants qui ont été repérés par les écoles pour le coup. En même temps, on n'en aide qu'une partie. Enfin, on va avoir le même problème que l'école de l'effectif, même si on est sur un taux d'encadrement beaucoup plus confortable, mais en même temps avec des enfants qui ont des difficultés plus repérées, donc on a d'autant plus besoin de... en fait, on va rencontrer à peu près les mêmes problèmes avec des plus petits groupes et avec des personnes encore moins formées, je dirais. Mais on va avoir les mêmes problèmes de valorisation du métier, parce que les accompagnants, c'est un métier. Le problème de la formation, le problème des locaux, voilà, on a exactement les mêmes problèmes que l'école. Les systèmes d'accompagnement vont avoir tendance à reproduire en fait l'école. Moi, je voulais rebondir tout à l'heure dans les deux jeunes quand ils ont parlé au tout début. Là, excusez-moi de revenir au tout début, mais ça rejoint cette question des concours qu'il y a entre les écoles. Le deuxième intervenant, il a parlé de cette notion d'excellence à l'école. Et en fait, moi, c'est une question qui m'interpelle parce que est-ce que le but de l'école, c'est l'excellence ou c'est l'épanouissement? On est en France, le ministère, maintenant c'est l'éducation, autrefois c'était l'instruction publique. On était vraiment purement dans le savoir, on n'était pas du tout dans les savoir-être, on était vraiment sur du savoir. Maintenant, l'école, elle s'appelle l'éducation nationale, on est dans un pays laïque, donc il faut aussi qu'il y ait quelqu'un pour porter des valeurs dans ce pays. Ça, c'est l'éducation qui porte des valeurs en fait. Donc il y a aussi cet aspect-là qui est important, qui est est-ce que l'école est un projet de société? Si le projet de société c'est l'excellence, combien de personnes on va mettre sur le côté? Voilà, etc. Ouais. Merci beaucoup. Je fais un tour là du côté des filles, mais alors là, oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe? Alors, ça va les filles? Oui, ça va. J'adore, mais faut pas. Pourquoi vous riez comme ça? Pour rien. Non, regarde, on n'est que toutes les deux. Oui. Est-ce que tu as une question, une remarque? Oui, par rapport aux étudiantes, là, pour nous, enfin, je parle pour tout le monde, je pense. Nous qui cherchons des stages, à l'heure actuelle, c'est super compliqué, surtout quand on parle de rémunération, parce que on n'en trouve pas forcément et du coup, on galère un petit peu parce qu'on a des dates précises à. Enfin, on a des dates. Alors, toi, tu es en quoi, par exemple? Je suis en 2e année d'éducatrice de jeunes enfants. D'accord. Et vous avez des difficultés du coup à obtenir des stages rémunérés, mais parce que ça fonctionne quoi? Sur réseau, c'est ça? Oui, à peu près. Ouais. Ouais. C'est un peu un tout. Enfin, ça dépend. Des fois, c'est par association, des fois, c'est par la mairie, des fois, et donc c'est assez compliqué. Ouais. Alors ça, c'est un gros sujet, et du coup, ça me permet d'aller de l'autre côté. Parce que la question des stages, la question de l'orientation, Parcoursup, etc. Alors, c'était toi. Salut. Bonjour. Ton prénom? Suzy. Alors, dis-nous.
Du coup, j'avais une question pour vous demander si pour vous, Parcoursup, au final, ça ne renforcerait pas le déterminisme social? Ah voilà, le mot est lâché. Déterminisme social, ça veut dire qu'on part du principe que les gens sont assignés et qu'ils ont du mal à sortir de leur classe d'origine. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi aussi, tu avais quelque chose autour de ça. Ouais, j'ai quelque chose autour de ça. Bon, bonjour à tous, bonjour mesdames. Alors, en propos liminaire, moi j'aimerais vous raconter une micro-anecdote. Lorsque j'étais jeune, bon, je suis pas très vieille, mais... Je veux dire, elle a 19 ans, hein, c'est ça? C'est ça. Ouais. Je veux dire, lorsque j'étais un peu plus jeune, je pensais assez naïvement que peu importe l'endroit où on venait, peu importe notre origine ethnique ou notre origine sociale, je pensais que si on pouvait réussir, eh ben on le voulait. La fameuse phrase « si on veut, on peut ». Et puis j'ai un peu grandi et j'ai découvert le déterminisme social et la reproduction des élites, donc les sciences sociales, hein, pour être brève. Et j'ai compris. J'ai compris que si on était un petit garçon qui habitait à Grigny, avec 5 frères et sœurs et qu'on vivait dans un F2, on n'avait pas exactement les mêmes chances de réussir qu'un petit garçon qui est né dans le 16e, qui a déjà 7 ans, un capital culturel et économique assez conséquent, et allez, pour en rajouter une couche, son papa est l'un des patrons du 440. Je prends 2 exemples qui sont un peu aux antipodes, mais c'est vraiment pour essayer de caricaturer un maximum mon propos. Là, on parle d'école, donc je vais axer ma réflexion sur l'école. Les grandes institutions comme HEC, l'ENA, Sciences Po, Normal Sup, etc., c'est le terreau enfin, c'est là où se produisent... comment on peut dire ça? Ouais, voilà, c'est le terreau de la reproduction des élites. Et lorsqu'on regarde un peu plus près, dans ce terreau, il y a seulement 6% de fils et de filles d'ouvriers. Et ça pose un problème. Et ça pose un problème majeur. Pourquoi ça pose un problème majeur? Parce qu'il n'y a plus aucune représentativité et que toutes les professions à haute responsabilité, toutes les professions où il y a le pouvoir, où évidemment il y a les rémunérations qui vont avec, sont toujours pour une micro-partie de la population. Cette partie de la population qui vit dans un microcosme, un entre-soi, une sorte de caste en fait, évidemment qui fréquente les mêmes écoles, les mêmes lieux, et qui, son nom se porte bien en fait, ils vivent entre eux et après ils se reproduisent entre eux, et donc la reproduction des élites sociales. Alors ma question, elle est assez simple. Il y a beaucoup d'auteurs contemporains, et pas très contemporains d'ailleurs, en pensant à Bourdieu, qui ont écrit à ce sujet sur le système oligarchique et la reproduction des élites. Et je pense, c'est mon humble avis, je vous l'expose, je pense que dénoncer cette reproduction des élites-là, c'est essentiel. La supprimer sans doute tout autant. Mais cette suppression des élites-là ne fait pas que celles qui n'en sont pas en deviennent. Alors on avait un problème posé, on se retrouve avec un nouveau. Et j'en suis à ce stade de ma réflexion, je tiens juste à nuancer, moi je ne suis pas du tout dans un propos fataliste ou démissionnaire de la chose. Je vous expose ma réflexion, et si vous avez des solutions à nous apporter, alors j'en serais ravie. Une autre question juste beaucoup plus brève et rapide. Est-ce qu'on peut t'interrompre juste une seconde parce qu'on n'a pas entendu un bout de ta phrase? Quand tu as dit « il ne suffit pas de supprimer ces élites », c'était quoi la suite de ta phrase? J'ai dit que dénoncer cette reproduction des élites, c'est important. Parce que ces auteurs contemporains, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dessus. Donc pour moi, c'est essentiel. Et j'en suis heureuse parce que ça arme les esprits des gens. Mais je disais que dénoncer cette reproduction des élites, c'est important, la supprimer tout autant. Mais cette suppression des élites-là ne fait pas que celles qui n'en sont pas en deviennent. Alors on se retrouve avec une France sans élites. Attends. Tu parles tellement vite. Supprimer les élites ne veut pas dire que ceux qui n'en sont pas le deviennent. Voilà. D'accord, donc c'est ma question. Et la deuxième qui est beaucoup plus brève, c'est Monsieur Papendiaï, notre ministre de l'Éducation nationale, qui scolarise ses enfants dans le privé, et pas n'importe quelle école privée, de surcroît l'école alsacienne. Alors est-ce que vous ne trouvez pas ça profondément révélateur d'une faille de notre système éducatif en France aujourd'hui? Je vous remercie. Ton prénom? Nawel. Je vous présente Nawel, à minima future présidente de la République, Queen Nawel. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite, l'équipe que vous voyez là, c'est l'équipe de Génération 2. On a les papas aussi qui sont là, l'association, les mamans. L'association fait un travail admirable. Ils sont pas loin. Madame Cissé, big up, hein. C'est grâce à vous. Hein. Merci. Vraiment, ils font un travail admirable avec... voilà. Alima qui est là, qui filme. On a fait des ateliers en fait pour préparer tout ça. Et là, on a une équipe de choc et on a vraiment réfléchi à tous ces enjeux. Donc, et c'est ça qui est aussi super bien, c'est que je vous
je me permets une micro-anecdote. Il y a des gens qui sont venus débattre l'année dernière et qui m'ont dit « Je pensais pas qu'on pouvait avoir ce niveau de questions dans un territoire comme Évry-Courcouronnes. » Et ouais, non mais c'est ce qui va dans le même sens en fait que ce que nous dit Nawel sur les représentations sociales, sur cette forme de sécession qu'on peut avoir aussi de la part... voilà. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? On a entendu beaucoup de choses, on va devoir clôturer parce qu'on arrive au bout. Bah oui, mais allez-y. Louise. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une passion des élites pour l'entre-soi. C'est sociologiquement étudié. Donc, on met évidemment ses enfants dans l'école qu'on veut. Hein. Il est libre, Pape Ndiaye. Mais c'est vrai que je trouve, moi aussi, que ça donne pas une très bonne image de lui en tant que ministre. Il y a un sociologue qui s'appelle François Dubé qui a écrit sur la lutte des places. À mon avis, il y a quelque chose qui est très, très compliqué en France, c'est qu'on a l'impression d'être mis en concurrence. Et il y a une hiérarchie des places et des postes, mais en plus, il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est-à-dire que même pour tous les excellents, il n'y a pas de la place à Polytechnique ou à Normal Sup pour tous ceux qui auraient le niveau, c'est des concours. Donc, ceux qui y vont, c'est les enfants des gens qui ont fait Polytechnique. C'est incroyable le nombre de fils de polytechniciens à Polytechnique. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait arriver à détendre, mais même au niveau de la recherche de stage. C'est-à-dire qu'on se retrouve en concurrence tout le temps avec des gens comme nous pour arriver à faire tel ou tel truc. Ce qui fait que moi, par exemple, dans l'entreprise où je travaille, c'est la radio de service public, France Culture, on prend des stagiaires non rémunérés. Enfin, moi, j'en prends pas. Qui peut se permettre d'être stagiaire non rémunéré pendant 2 mois, 6 mois? Personne ne se pose... ou 500 €. Personne ne se pose la question. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui, au-delà de l'école, devrait tous nous interroger. Pourquoi est-ce qu'on se met en concurrence comme ça? Et qui peut se permettre de payer le prix d'arriver à certains endroits, c'est-à-dire les bonnes relations, le temps qu'on peut passer à chercher des stages, machin et tout. Finalement, on va se retrouver à demander de l'aide par-ci par-là, mais c'est pas comme ça qu'il faut organiser les choses. Parce qu'à ce petit jeu-là, ceux qui n'ont pas de réseau, les plus pauvres, seront toujours archi-perdants. Or, c'est pas une compétition. Si on l'organise comme une compétition, les gens vont tricher en fait. Et tricher, entre guillemets. Mais voilà, il y a des gens qui vont partir avec plus d'atouts et des gens qui vont partir avec un handicap. C'est cette philosophie qu'il faut repenser. Après, ceux qui ont les bonnes places, ils ne voudront pas les lâcher. Je poursuis, mais en plus, je vais rebondir sur ce que vient de dire Louise, parce qu'elle a raison. En fait, je pense que le sujet fondamental, c'est vraiment le sujet compétition. C'est-à-dire, pourquoi est faite l'école? Et monsieur le disait tout à l'heure, est-ce que l'école a vocation à créer une petite élite d'excellence? Ou est-ce qu'elle a vocation à instruire tous les élèves, les faire arriver au bon niveau le maximum possible? Moi, je pense que l'école a vocation à instruire tous les élèves, que chaque élève est en capacité d'apprendre et qu'il faut amener le plus loin possible. C'est ce qu'on appelle la démocratisation de la réussite scolaire. Longtemps, quand j'étais ministre, j'ai eu affaire à des gens en face de moi qui n'étaient pas d'accord avec moi et qui me disaient « mais en démocratisant la réussite scolaire, en fait, vous nuisez à l'excellence parce que forcément, vous allez niveler par le bas. On baisse le niveau. On va baisser le niveau, etc. » Et en fait, moi, je maintiens ici que ça, c'est un débat très important qu'il faut qu'on continue à avoir parce que ceux qui vous disent vous allez niveler par le bas, etc., sont les fameux gagnants du système éducatif tel qu'il fonctionne aujourd'hui, de cette compétition qui ne devrait pas être en réalité, parce que s'il y a compétition, s'il y a concurrence, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains ne peuvent gagner qu'en marchant sur la tête d'autres. Pourquoi est-ce qu'on doit marcher sur la tête d'autres pour que son enfant réussisse à l'école? C'est pas possible en fait. Notre intérêt général, c'est que tous les enfants réussissent à l'école. Et juste pour rebondir sur mademoiselle là, qui était très éloquente en effet dans ce qu'elle disait, moi je trouve que dans notre société, il y a une prise de conscience de plus en plus grande des inégalités monétaires. Par exemple, la façon dont très souvent maintenant on évoque le fait que Total a fait un chiffre d'affaires incroyable, que Bernard Arnault a gagné tellement d'argent, etc. Donc je trouve que c'est intéressant parce que je pense qu'il faut vraiment que la société, l'opinion publique puisse avoir conscience de ces inégalités absolument crasses, dégueulasses. Mais par contre, à côté des inégalités monétaires,
on n'est pas encore au rendez-vous pour prendre conscience des inégalités culturelles, c'est-à-dire de tout ce qui va avec en termes, en effet, d'héritage quasiment dans l'entrée dans les grandes écoles, etc., etc. Donc tout ce qui va, ce que vous avez évoqué. Et je pense que ces inégalités culturelles, entre guillemets, il faut vraiment les mettre davantage dans le débat public parce que c'est ça qui mine quasiment encore plus que les inégalités monétaires. Parce qu'on a l'impression que vraiment, en fait, il n'y a pas de perspective quand on part d'en bas. Et je pense que s'il y avait un sujet que je vous recommande de porter dans le débat public pour les prochaines élections, etc., c'est de réclamer qu'il n'y ait plus ces inégalités culturelles. Et on peut le faire. Ça passe par des réformes qui, par exemple, si on considère que les enfants des plus riches, visiblement, s'en tirent beaucoup mieux parce qu'ils maîtrisent plus rapidement l'anglais, etc., parce qu'ils font des tas de séjours à l'étranger, etc., on adopte des politiques publiques qui permettent à tous les enfants, pour le coup, d'aller plus facilement faire des séjours en Angleterre ou je ne sais où pour apprendre l'anglais. C'est cette réflexion-là, c'est on part des privilèges et on se demande comment les démocratiser. Fatima. Je vais faire très court, du coup. Alors, je fais très court. La question que tu te poses, je me posais exactement la même à ton âge, dans le sens où j'avais lu Bourdieu, et ça a été une révélation. Et ça m'a permis de ne pas croire que j'étais là où j'étais parce que j'avais travaillé encore plus dur. Ça veut dire qu'on peut travailler très dur et ne pas y arriver. Et c'était terrible. Donc j'étais en prépa, Hippocagne, et là j'ai vu que j'étais la seule enfant d'ouvrier, seule d'origine maghrébine. Non, il y en avait une deuxième. Et je me disais, mais pourquoi ? Et comment faire pour que ça change ? Alors moi, je me suis dit, le colibri, tu fais ta part comme professeur et t'essayes. Mais j'ai vu aussi, en tant qu'enseignante, que lorsque j'étais à Clichy-sous-Bois, j'allais avoir aucune mixité sociale. Bobigny aussi, aucune mixité sociale. Ça veut dire concrètement, dans une classe, tout le monde est... social et ethnique aussi. Ça veut dire des enfants avec les mêmes origines, presque, ou des classes où tous les parents ont un métier où ils vont gagner moins de 2 000 € par mois. Alors que là, dans l'établissement où je suis, il y a un mélange. Et ça n'a pas changé. Ça veut dire que j'ai le même constat j'avais ce constat en tant qu'enfant, et je l'ai en tant que professeur, et je regarde. Et donc, après, tu as demandé des solutions. La première, c'est ce que vous faites, monsieur, sur la parentalité, c'est pas mal. Redonner de la dignité aussi. Parce que très souvent, on se dit, oui, mais si on est un parent et qu'on maîtrise pas le français, nos enfants ne peuvent pas réussir. Moi, ma mère, elle ne sait pas bien parler le français, elle sait pas l'écrire, mais ce qu'elle faisait par contre, c'est d'avoir un discours très positif sur l'école. Ça veut dire, elle ne m'aidait pas à faire les devoirs, elle pouvait pas m'aider à faire les devoirs, mais je savais que c'était important. Et ça a l'air rien, mais c'est déjà. De la même manière, des fois les parents disent « mon enfant ne lit pas, il ne veut pas », très souvent on est sensible à l'exemple. Donc je leur demande, est-ce que vous-même vous lisez ? Et lire, mais pas forcément en français, lire dans sa langue, avoir un bouquin où on lit dans sa langue et l'enfant voit qu'on a du plaisir à lire. Donc ça changera pas le monde, mais comme voilà, c'est le côté colibri et on fait avec ce qu'on peut. C'était pour donner un truc concret. Pardon, on arrive au bout parce que vous avez des taxis, parce que la journée continue et vraiment merci d'avoir été présent. Et vous pouvez choper les livres parce que la librairie La Procure est là et merci d'être là. Les livres de Najat par exemple. Juste, si vous étiez une petite fée et que demain vous aviez une ordonnance pour réparer l'école, allez, en 1 minute, il faut qu'on conclue. Louise, tu voulais commencer ? Moi, je pense qu'il faut plus de profs, des classes moins nombreuses, de la mixité, de la joie. J'en sais pas, une punition d'aller ensemble dans un établissement scolaire. Moi, je pense qu'on manque un peu de cette belle énergie qui serait l'énergie aussi de croire en le futur. Que on va pas forcément se faire sélectionner par Parcoursup et faire des trucs qu'on n'aime pas faire. Apprendre, c'est chouette. Le savoir en soi, même de manière abstraite, c'est quelque chose de beau, qui a une énorme dignité, et que tout ça, c'est cool de le faire ensemble. Ça paraît hyper naïf, mais moi, c'est ce que je dis à mes enfants. Ouais, Fatima. Moi, ça va être moins joli.
que les politiques arrêtent de mentir. Ça veut dire qu'on arrête de manipuler les masses, qu'on arrête de sortir des grandes formules creuses qui ne veulent rien dire pour faire croire qu'on avance, qu'on arrête de faire des assises pour redire 10 000 fois la même chose et refaire des rapports et payer des rapports super chers pour dire exactement la même chose alors qu'on l'a déjà dit depuis 20 ans et qu'on se mette vraiment au travail avec les gens qui sont sur le terrain en écoutant les gens du terrain et les gens qui ont exercé, par exemple, depuis 20 ans, 15 ans, qui ont vu l'évolution des choses. Et surtout, le niveau ne baisse pas, mais l'écart se creuse. Les bons sont encore plus bons, les mauvais sont encore plus mauvais, et c'est ça qui met la France en danger. Voilà. Merci. Najat, tu auras le mot de la fin. Moi, je vais finir sur la dernière phrase qu'elle a utilisée. C'est pas le sujet du niveau, c'est le sujet de l'écart qui se creuse. Et en fait, c'est remédier à cet écart qui se creuse. En fait, c'est pas une politique publique. Il y en a plein dans la pédagogie, dans la formation des enseignants, dans le recrutement des enseignants. Voilà, c'est remédier à cet écart qui se creuse. Ouais, et on a dit beaucoup de choses. Merci à toutes les trois. Merci à tous. Vraiment, ça a été un vrai moment de plaisir. Et surtout, je pense que c'est important qu'on prenne ce temps, en fait, de se poser. L'école, bizarrement, on était en campagne présidentielle il y a quelques mois, on n'en a absolument pas parlé. Donc c'est bien que de temps en temps, voilà, on prenne le temps. Merci à tous. Rendez-vous demain, c'est au théâtre, à la scène nationale. On va parler des femmes dans le sport et de l'égalité femmes-hommes. C'est à 19h. Voilà. Et ici, c'est vendredi à midi. Non, c'est à l'université. À l'université, à d'Evry. Le midi, on parlera de la relation police-population.